Ilia Topuria peut-il devenir une plus grande star que Conor McGregor? Va-t-il régner longtemps sur une catégorie des lightweight plus en péril qu'on ne le pense à l'UFC? Est-il l'évolution ultime des grands noms qui l'ont précédé sur le trône des featherweight? Pour son 7e épisode, Jab Culture se penche sur le cas de la nouvelle grande superstar de l'UFC. Bienvenue dans le monde du roi Ilia Topuria. Générique. Bon, Aldric, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Jab Culture. On était obligé de continuer à rebondir sur Ilia Topuria, la nouvelle superstar, je le disais dans l'intro. T'as vu, pour commencer, en 2 jours, sa vidéo de son KO contre Charles Oliveira, 12 millions de vues sur la chaîne YouTube de l'UFC. Le KO de Max Holloway sur Justin Gaethje, en 1 an, a fait 9 millions de vues. C'est quel niveau de superstar qu'on a entre les mains, là, Aldric? C'est énorme, mais on expliquera après. Je pense qu'il y a il y a aussi des caractéristiques linguistiques qui font que ce mec-là va exploser, devenir une superstar, mais on le développera par la suite. Bah, ça ouvre, c'est notre premier grand débat, vous l'avez vu sur la miniature. Est-ce qu'il peut devenir plus grand que Conor McGregor? Des faits, puisque on vous en a parlé dans le Aldric NRB de lundi avec le débrief de cette UFC 317. Ilia Topuria et Conor McGregor ont conquis leur première ceinture à l'UFC à 27 ans tous les deux, alors qu'ils étaient à 7-0 à l'UFC tous les deux. Et ensuite, ils ont conquis la 2e ceinture, dans les 2 mêmes catégories, featherweight, lightweight, à 28 ans aussi, tous les deux. On se marrait en disant, on espère que Ilia n'aura pas la suite qu'a eu Conor derrière, mais on est assez confiant là-dessus vu le bonhomme que c'est. C'est simple. Est-ce qu'il peut devenir plus grand que l'était Conor McGregor? Ce qui est quand même très très haut, hein. Il faut dépasser des montagnes pour y arriver. Mais est-ce qu'il peut le faire? Alors, là, d'entrée, je mets les pieds dans le plat. Je te dis un truc. En tant que combattant, oui. Mais moi, je vois une suite pour Conor dans les 3 à 5 ans. Et c'est pas une suite de combattants, bien évidemment, tu l'as compris. Mais moi, je pense que ça va être compliqué parce que je pense que Conor, c'est quand même le visage de l'UFC et qui va remplacer. Moi, ma théorie, là, on sait que il est encore sous contrat avec l'UFC, mais sa société a investi en equity needle moving, c'est-à-dire avec des parts qui font avancer l'entreprise au barnacle. Donc je pense que ça doit se régler quand même parce que c'est compliqué. Et bah, toi-même, tu peux attester, puisque tu es le dernier à avoir interviewé Dana White, qu'au niveau de sa santé, c'est pas opti-opti. Donc moi, ma théorie... Oh, je te vois venir là. Ma théorie, qui n'appartient qu'à moi, c'est que Conor va remplacer Dana d'ici quelques années. Qu'il est le nouveau boss de l'UFC. Ouais. Pas vraiment le boss, mais le visage, oui, tu vois. Le boss exécutif, on va dire. Celui qui est dans moi, les je confs. pense que le partenariat qu'il a fait, ce qu'ils appellent donc Needle Moving Equity, avec Barnacle, soit ils vont le racheter les parts ou racheter le Barnacle et ils vont lui proposer la même chose. Peut-être 5% des parts, tu vois, de l'UFC, ou peut-être 3% parce que c'est énorme. Ouais, l'UFC, moi, c'est je énorme. pense que c'est le prochain visage de l'UFC pour remplacer Dana. Ouais. Tu crois pas que TKO nous sort un visage plus polissé, tu vois, un mec qui est moins explosif? Wow. Conor, il peut toujours, au bout d'une soirée, après 2-3 whisky, te faire des grosses rants sur Twitter, tu vois, à péter les plombs. C'est pas dangereux pour l'UFC? Ils vont se protéger, mais toi qui aimes bien faire des parallèles avec le catch, moi j'y capte pas grand chose en catch, mais quand j'ai préparé le podcast, comme je savais qu'on allait parler de ça, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait. Avant de virer le patron du catch, il a fait des grosses dingueries avant qu'il le mette sur le côté, Vince McMahon. Exactement, on parle de violence sexuelle, de ce genre de choses. Mais je veux dire, ils lui ont passé beaucoup de choses. Ils l'ont laissé CEO de l'administration, le groupe, pas mal de choses. Donc je pense que je sais pas si Conor il peut atteindre le niveau de dinguerie de Vince McMahon. Donc je me dis que c'est très possible cette théorie. Mais ça marche comment l'UFC avec Conor McGregor à la place de Dana? C'est du folklore. Je veux dire, toutes les conférences de presse, c'est du n'importe quoi. Ouais, je pense que ça peut être cool. Et pour annoncer les combats, il garde une aura, même si aujourd'hui je suis persuadé que la moitié des gens qui nous regardent savent pas trop qui c'est. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un mec qui a joué dans un film et qui a fait des dingueries, qui va se présenter peut-être à la présidence de l'Irlande. Mais en tant que combattant, oui, il y a encore le fameux Khabib Conor. Mais aujourd'hui, tu sais que la plupart des jeunes, moi, avec qui je parle, c'est rigolo, mais ils disent celui qui s'est fait défoncer par Khabib. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est plus celui qui a mis KO José Aldo. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, mais par exemple, tu vois, pour rentrer dans ton truc, si jamais ta théorie se révèle vraie, faites-le une fois qu'Islam Makhachev est à la retraite, par exemple, parce que Conor qui fait une conf avec Islam Makhachev, ça peut mal se passer quand même, hein, si Khabib est pas loin, tu vois. Mais je pense qu'il lui reste 4-5 ans à Dana, tu vois. Ouais, peut-être même moins. Peut-être même moins. En plus, avec l'entrée vers la boxe, on sait qu'ils vont être les promoteurs de Canelo Crawford. Ça peut, lui qui vient de la boxe à la base, ça m'étonnerait pas que la dérive se fasse plus tôt que ça. Mais tu vois, je l'avais pas du tout en théorie, celle-là. C'est pour ça que je t'ai dit au téléphone, je te la garde en live pour le podcast, celle-là. T'avais un autre truc qui est important dans ce que tu viens de dire. Potentiellement président de l'Irlande. Enfin, en tout cas, c'est sa volonté affichée. Moi, il me semble quand même, pour en avoir parlé à 2-3 journalistes irlandais, que ce qu'on voit sur les réseaux, la bulle des réseaux, elle nous trompe un peu. Et qu'il n'est pas assez... sa notoriété est immense, mais il n'est pas assez pris au sérieux en tant qu'homme politique pour avoir une vraie chance d'être élu. Après, on ne sait jamais. Donald Trump a été élu. Je pense que quelques années avant, tout le monde aurait dit que c'était lunaire comme théorie. S'il devient président,
avec l'influence que ça a, puis le nom qu'il est, c'est vrai que c'est dur de le dépasser en termes de star global, au-delà du combattant. Après, moi, je te dis, la politique de l'Irlande, j'y vis pas et c'est toujours très compliqué. En fait, quand tu es immergé... Moi, il a fallu que j'habite aux États-Unis pour à peu près comprendre comment ça se passait, la politique là-bas. C'est toujours un peu compliqué quand tu vois ça de l'extérieur. Parce qu'on voit ce que les médias, nos médias veulent bien nous montrer, tu vois. Mais autant je m'avance pas sur la politique, autant sur le visage de l'UFC, j'y crois vraiment, tu vois, cette théorie. Parce que je pense que, malgré tout, et je pense que Hunter Campbell, ce sera le big boss de l'UFC. Mais le big boss opérationnel, tu vois. C'est pas un mec qui aime trop se produire, tu vois, il est toujours très en retrait. Sur le Dana White Contender Series, on sait qu'il y a les 4 qui sont assis sur un banc, très près de la cage et qui parlent très fort. Ben, le plus discret, ça reste Hunter quand même. Ouais, il faut un mec qui sait faire le show pour ce positionnement-là. Et donc moi, je lui vois bien cette succession. Et d'ailleurs, qui d'autre à part lui pour remplacer ce mec-là avec des What's Up Everybody et des If You Don't Know Now You Know, qui peuvent, tu vois. Faut peut-être qu'il nous sorte un mec qu'on connaît pas en fait, peut-être qu'il est dans le milieu du catch, tu vois, un mec dont nous on n'a pas entendu parler. Mais... Tu sais, ça reste on est un peu vieux jeu dans le MMA, on a du mal à voir venir des nouvelles têtes, on a du mal à accepter des personnes qui viennent pas forcément de notre sport. Dana, il vient pas spécialement du MMA, mais il était là depuis tellement longtemps. Il l'a créé, créé, mais tu vois, il a accompagné son développement. Moi, j'ai vraiment cette théorie et j'y crois vraiment dur comme fer. En tout cas, ouais, s'ils veulent faire parler. Alors là, tu fais parler, parce que je t'avance, si le jour où tu as cette annonce-là, ça fait beaucoup de bruit dans les médias MMA et d'ailleurs au-delà du MMA. D'où ma réponse, tu vois, je pense que sportivement, en vrai, entre nous, il n'y a pas photo. Il va carrément le dépasser. On finit ce débat-là avec ça. Il ne devient pas président de l'Irlande, il ne devient pas président de l'UFC. Conor, ça reste un mec qui est sur son yacht, qui boit des coups et qui de temps en temps se rappelle à nous sur Twitter les soirs de grands combats à dire des bêtises. En combien de temps il le dépasse là, Topuria ? Mais là, en fait... soyons honnêtes, il vient de l'égaler. Je veux dire, sportivement, après, ce qui reste derrière, c'est les défaites. C'est-à-dire que là, le gap de Conor, le Conor Prime, il vient de l'égaler samedi dernier. Sur le sportif. Ben oui. Mais est-ce que, tu vois, un stage, je crois qu'il vient de dépasser, il a dépassé Jones, il est le mec actif à l'UFC qui a le plus d'abonnés, 10,5 millions, si je dis pas de bêtises, comme j'ai vu. Je crois que Conor est à 47, ou peut-être même au-dessus de 53. Qu'est-ce qui fait, tu vois, qui pourrait basculer de je suis la plus grande star actuelle de l'UFC, j'ai plus de popularité que le plus grand nom de l'histoire de ce sport. Là, on anticipe un peu la suite du podcast, mais là, clairement, il est dans une caté où il y a 2-3 contenders, et le reste de la caté, je vais me prendre plein de messages sur Twitter, mais j'en ai rien à fiche. Elle est rincée, la caté. C'est notre dernière partie d'émission. On vous fait un petit teasing. Elle est rincée, cette caté. Arrêtez de me dire que c'est la meilleure caté de l'UFC. Arrêtez. Je fais un peu mon Jean-Pierre Coff pour ceux qui ont la ref. Arrêtez. Mais les mythes ont la dent dure, tu le sais. Oui. Mais on va y revenir. Mais sportivement, il faut qu'il monte en 77 derrière pour faire mieux. Après, Conor, il a réussi à faire mieux, mais en perdant. C'est-à-dire que après avoir fait ça, c'est-à-dire être double champ, il y a que des défaites derrière. Oui, il y a un retour contre Cerrone, mais quoi d'autre ? Il y a des défaites contre Floyd, des défaites contre Khabib. Tu vois ce que je veux te dire ? Défaites contre Poirier. Donc, au final, sportivement, il l'a déjà égalé. Maintenant, c'est vrai que Floyd, ça lui a fait un buzz de ouf. On peut dire ce qu'on veut. Même derrière, quand ça a été le premier athlète du MMA qui était le mieux payé au monde, pareil, dans Forbes, ça a été un gros buzz. Ça, c'est des choses qui vont être difficiles à égaler pour Ilya. Par contre, Ilya, il a d'autres avantages et qualités plutôt qu'on peut mettre en avant. On sait qu'aujourd'hui... Alors, le seul truc... Tu sais quoi, tu veux chipoter, il a un défaut, il parle pas chinois. En dehors de ce défaut-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est des axes d'investissement importants. Un UFC Performance Institute, ça coûte 50 millions à peu près, entre les investissements locatifs, non locatifs, mobiliers, investissements personnels. On sait que aujourd'hui, l'espagnol, et d'ailleurs les commentaires, ils sont en espagnol aussi sur l'UFC, tu peux les avoir. Donc t'imagines, ce mec-là parle anglais, très bien, il parle espagnol parfaitement, puisqu'il y vit depuis des années, et en plus, il est capable d'égaler quasiment ce qu'ont fait Conor et Khabib, puisqu'il est russophone. Donc, mais bien sûr que c'est la plus grosse star de l'UFC, même en termes de développement. Il parlerait chinois, c'est leur ambassadeur à vie. En fait, moi, je pense qu'il peut le faire. Quoi, parler chinois ? Non, qu'il peut dépasser la popularité de Conor, parce que, en plus, on le dit souvent ici, c'est un chiffre qu'il faut répéter parce qu'il explique beaucoup de choses. 70% des fans de l'UFC et du MMA sont venus post-Covid. Covid et post-Covid. Donc, McGregor, ils le connaissent, comme tu disais, comme un peu la figure de l'ancien temps, le grand nom, le truc. Mais là, il a un potentiel public, s'il continue de t'enchaîner les KO comme ça. Et la cerise, pour moi, il faut aller battre Islam. Il faut monter à 77. Tu montes à 77, tu bats Islam, tu KO Islam. Ou que Islam descende. Voilà, ça va, tu vois. 74, ce qu'on disait dans Aldric et Herbie lundi, pourquoi pas créer une autre ceinture, comme ils en avaient parlé à un moment. T'as ce combat-là. Il met KO Makhachev en Mondovision.
Alors qu'il vient, tu sais, il a peut-être enchaîné déjà 2-3 défenses en light, dont un Paddy Pimblett, qui est quand même très star du côté de la Grande-Bretagne. À mon avis, il explose au niveau d'un Connor. Je suis d'accord. Au niveau popularité. Parce mais ça mettra peut-être du temps. Il a une fondation possible. Pour dépasser les 10 millions. On sait que c'est facile. Enfin, facile. Rien n'est facile, mais approcher le million de followers avec des bons résultats commerciaux, c'est faisable. Après, pour commencer à aller de 3 à 10 à 15 millions, là, ça devient très, très lourd. Et il faut un petit peu d'extra sportif quand même, disons-le clairement. Je suis persuadé, j'ai pas vérifié, hein, mais je pense que Conor, il a pris des followers avec son actualité aussi judiciaire, malheureusement. Oui, bien sûr. Parce que ça va vite et ça capte encore plus de personnes. C'est le bémol que j'allais te mettre. C'est-à-dire que je pense qu'il peut le faire, mais qu'il a pas la personnalité forcément pour. Parce que Conor, c'était ça, en fait. Et on va pas se mentir, on n'est pas dans des milieux d'enfants de cœur, Aldric. Et le côté très explosif qu'avait Conor, de dépasser la limite largement, en fait, ça crée aussi un personnage qui attire parfois pour des mauvaises raisons. Ce que Ilya fera peut-être pas forcément. Ceux qui ont la data, mettez-la en commentaire. Il a pris combien de followers avec l'épisode du trolley dans le bus. Oui, tu vois, bien sûr. Ça, Ilya, il le fera jamais. Non, il le fera pas. Enfin, j'espère pas. Il le fera pas. Et son potentiel en Espagne, dont on a parlé, oui, maintenant, il est avec des très grandes stars, il fait des podcasts avec, au-delà du sport, hein, des chanteurs, des chanteuses, des choses comme ça. Ça reste que sur l'Espagne pour l'instant. Alors, si ça se développe monde, bon, bah, t'exploses totalement. Ils n'ont pas encore fait mais je pense que l'UFC, ils attendaient. Mais je suis persuadé que moi, ils vont le faire Amérique du Sud, tu vois, parce que c'est un très gros marché. Et tu verras que, comme on avait eu du Alexa Grasso, du Brandon Moreno sur les commentaires UFC Mexique, on l'aura en guest. J'en suis persuadé que dans leur prochaine expansion, c'est ça la suite pour lui. Il fera du guest sur l'UFC Espagne. Mexique, pardon. Topuria, il a dit qu'il voulait fighter jusqu'à ses 30 ans. Enfin, dans une interview assez récente, il a 28. C'est dans pas si longtemps que ça, tu vois. Donc, tu as des beaux défis, comme on se disait là. Qu'est-ce que tu penses qu'il devient quoi après, ce mec-là? Tu penses qu'il prend l'optique? Il y a une série d'HBO, je sais pas si tu as vu, qui commence à se monter sur lui, hein, une série Inside. Il va devenir un peu aussi, tu disais McGregor, tu vois, on le connaît, certains de la nouvelle génération le connaissent pour ses films ou des machins. Tu penses qu'il devient un peu ça aussi? C'est un mec qu'on va retrouver pendant 10 piges dans le cinéma espagnol. Au niveau star autrement que dans la cage. Au niveau acting, je sais pas. Par contre, à l'image de LeBron James et de tous ces mecs de la NBA ou même du football, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment un mec à documentaire. Parce que autant, on en parlait avec Franck Gastambide, tu dois faire un peu de surréalisme quand tu fais une série sur le MMA, autant un documentaire, tu as besoin du côté familial, il l'a. Tu vois, ils ont une vie de famille assez intéressante, ils sortent, ils font des trucs. Le côté scientifique, quand tu regardes ces cibles de documentaires Netflix, Amazon, tout ça, il y a toujours ça. Il y a le sport, il y a la vie de famille et il y a le côté récupération. Et en plus, il est très avancé sur ce côté-là. Donc, c'est une bête à documentaire. Aucun doute que tu peux faire un truc sur 5-10 épisodes sur ce mec-là. Tout le monde va regarder. Parce que il est vraiment... Moi, je trouve que c'est très... à l'image d'un Cristiano Ronaldo et d'un LeBron, voilà, on est sur la figure parfaite pour un documentaire. Après, le ciné, je te dis la vérité, je sais pas. Je l'ai pas vu en tant que comédien, je sais pas. Faut voir comment il acte, tu vois, mais c'est clair. Mais documentaire, il en a même fait un, souviens-toi, avant Volkanovski, avant de prendre la première ceinture, où le documentaire était titré genre route vers la ceinture. Alors qu'il était déjà fini, produit avant même le combat. C'est dur l'acting. Regarde, même Conor, j'ai l'impression que nous, on a bien aimé. En plus, moi, personnellement, ce film Roadhouse, il a une histoire parce que je l'ai regardé petit et par la suite, la vie a fait que je l'ai fait aussi, moi, la porte de Bois de Nuit. C'était pas non plus une perf à Oscar, exact, quoi. Mais il y a plein de critiques qui ont dit que c'était pas un bon acteur, tu vois. Ouais, Pourtant, moi, j'ai bien aimé le film parce que c'était un remake, tu vois. On le connaît, puis on connaît le bonhomme, donc t'as des trucs plus que d'autres publics. Mais les critiques n'ont pas été super, tu vois. Pas top. Alors, tu vois, pour le coup, je préfère 100 fois l'acting de Cyril Gane. Que j'ai pas encore regardé. En ce moment, j'ai pas vu entier le film, je vais pas te mentir. On en parlera quand on l'aura vu tous les deux en entier. Mais je le trouve meilleur qu'un McGregor, tu vois. McGregor, c'est presque une caricature. J'ai vu la bande-annonce sur Netflix, j'ai kiffé, où il court pour s'échapper, tout ça, là. Mais j'ai pas encore regardé le film. Franchement, j'ai même pas eu le temps. C'était presque une caricature quand il joue Conor, je trouve. C'est une caricature un peu de lui-même. Oui, pour Conor, je suis d'accord avec toi. Et on a mis 10 ans, grosso merdo. 2015, c'est l'explosion vraiment de Conor avec Aldo, tout ça. On a mis 10 ans à retrouver un mec sur lequel on peut se poser la question. Pendant les 10 ans qu'on vient de passer, il n'y a pas un mec sur lequel on s'est vraiment posé la question. Mais je reviens sur ce qu'on a dit. Tu crois qu'on mange 10 ans de Topuria, là? Tu vois, en tant que figure du MMA? En fait, quand on a fait le Jab Culture je crois que c'était il y a 2 semaines ou il y a une semaine, où je te dis, le niveau, il est en train de s'homogénéiser, de se lisser. On va le voir après sur la KT. Ça devient compliqué d'avoir des superstars. Il faut vraiment... En fait, le niveau, il est haut. Et comment prouver ça? Quand on parlera de la catégorie lightweight, on va voir que ces mecs-là, ils arrivent à très haut niveau. Ils sont tous bons. Entre 23 et 27 ans, ils sont tous bons. Et dès qu'ils arrivent
au top level, ça perd, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça demande du temps. La maturité est plus loin. Tu vois, Topuria, c'est un cyborg parce qu'à 28 ans, ils sont pas encore à maturité normalement. Donc, c'est compliqué d'avoir une superstar parce qu'il faut un mec qui soit très au-dessus du niveau, parce que s'il est juste un peu au-dessus, bah, il peut se faire accrocher un jour où il est pas dedans. Ce que j'allais dire, moi, c'est la petite diff que je mets avec ce truc d'homogénéisation. Je trouve que les 2-3 mecs qui sont vraiment au sommet de ce sport-là, donc Makhachev, Topuria, on a cité Pantoja aussi, ils ont mis un gap avec le reste. C'est ça. Pour que même quand ils sont pas bons, ils gagnent. Ouais. Tu vois, parce que on fait un métier, le MMA, c'est dur. Des fois, t'es blessé. Des fois, t'es pas en forme. Il faut toujours flirter avec le surentraînement pour aller au haut niveau. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque, ça? Ben, quand le niveau, maintenant, il est tellement haut que t'as beau être un prospect, t'as beau être tout ce que tu veux, il y a un jour où ton corps, il va te lâcher. On parlera, petit clin d'œil à Louzen Keita. Tu vois, il a une défaite parce que il s'est blessé pendant le combat. Parce qu'on flirte maintenant avec ça. Ça pousse tellement haut, le corps il lâche, tu vois. Et comme Aspinall, la défaite qu'il a contre Curtis Blade, c'est le corps qui lâche, tu vois. Et c'est une défaite, ça fait un rouge en fait sur le. C'est un rouge sur tu vois. ton Et en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant le niveau il est tellement haut. Alors là, je parle du corps qui lâche pour que les gens comprennent et qu'il y ait une image sur ça. Mais en fait, c'est ça. Il suffit que tu sois pas bien, que tu sois un peu en surentraînement, boum, tu perds. Parce que le niveau maintenant, il est très très haut. Et c'est marrant que tu cites ce Aspinall Blades avec le rouge, parce que tu le vois. Je trouve que c'est un symbole direct. Tu sais, quand tu converses sur les réseaux, que tu converses avec quelqu'un qui regarde pas les combats, c'est quelqu'un qui te dit mais Aspinall, il a perdu contre Blades. Non, c'est un peu différent. Ben ça, c'est notre côté franco-français où tu veux être un expert en tout. Tu fais une rapide recherche Twitter ou vive ChatGPT et t'es expert. Et tu discutes avec des gens sur les réseaux. Mais plus sérieusement, tu vois, c'est vraiment la preuve. On est haut en ce moment. Donc, pour être une superstar, il faut être tellement fort. Tellement fort. Et ça va nourrir, moi, ce que je disais sur ce gap créé par ces mecs-là, ça ouvre la deuxième partie. On va rentrer dans une grosse partie sur les lightweights parce que tu l'as teasé, et très bien teasé, Aldric, mais on a des choses à dire sur cette KT et on peut enfoncer quelques portes sur les croyances autour des moins de 70. Mais moi, je t'en ai parlé, je voulais faire une filiation entre les grands noms des featherweight. On sait que Topuria vient de monter en light. Ils sont beaucoup montés en lightweight d'ailleurs. Exactement. Pourquoi je voulais le faire? On a commencé avec Conor. Conor était monté de 66 à 70 pour aller chercher la ceinture. Ilia vient de le faire. On peut penser à Max, qui était monté aussi, défaite contre Poirier, on va en reparler aussi, pour la ceinture intérimaire en tout cas. On peut penser aussi à Volkanovski, qui l'a tenté contre Makhachev, avec 2 défaites. Le seul, en fait, des 5 champions, puisque cette KT 66, c'est les cadors, c'est José, le seul. Qui est descendu. Il est descendu, exactement. Il fait rien comme les autres, le Brésilien. Et en fait, je trouve qu'il y a une filiation entre tous, et il y a une évolution du combattant de MMA avec eux, et c'est qui montre qu'aujourd'hui, il y a un gap entre les tout meilleurs du monde et eux. Je te fais le topo 3 minutes et tu réagis là-dessus. Ouais. C'est basé, tu le sais, sur un article que je t'ai présenté de Johanna Dangerfeld, fabuleux article pour le coup, qui explique que le MMA est un sport d'initiative. La défense ne compte pas. Donc c'est celui qui prend l'initiative de toute façon qui va à un avantage pour le jugement, mais aussi dans la gestion du combat. Et qui dit qu'un José Aldo était un minimaliste, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire, en plus, José, tu le sais, il n'a pas le meilleur cardio du monde. Donc pour se protéger de ça, il avait développé un système où je provoque le moins d'échanges possible. Mais je les provoque quand je veux les provoquer et je les maximise. Chaque fois qu'il y a un échange, par contre, je veux le gagner. Je sais que je vais le gagner, mais je fais tout en sorte pour qu'il y ait le moins d'échanges possible. Et que mes limites physiques que j'ai là, elles vont pas trop compter. Derrière, en successeur, je passe sur McGregor parce qu'il défend pas, pour moi. Et il va plus se rapprocher de Topuria dans mon exemple, comme je te dirais. Derrière, on a Max Holloway, qui est un maximaliste. Il te noie avec son volume parce qu'il prend l'initiative tout le temps, volume, des coups, parce qu'il considère qu'à un moment, tu vas craquer avant lui, en fait. Et que lui, contrairement à d'autres maximalistes qui heurtaient sur le plafond de la défense, parce qu'ils n'avaient pas développé un système défensif, Max, c'est un bon défenseur. Il a réussi à développer cette défense, donc ce style pouvait l'amener à aller conquérir la ceinture. Derrière, tu as Alex Volkanovski, qui le bat 3 fois, même s'il y en a un qui est un peu... Voilà, et on pourrait en discuter. Mais c'est un maximaliste qui a encore affiné le truc. C'est-à-dire que lui, il va pas te noyer par son volume pur, mais par son activité, notamment les feintes. Et rapport poids-puissance aussi. Voilà. Tu vois, il t'empêche, toi, de développer l'initiative parce qu'il te met tellement de feintes, il te fait poser tellement de questions, et tu le vois dans les combats contre Max. Max, c'est pas le Max de d'habitude, il est un peu déstabilisé sur ce qu'il peut donner. Et la théorie va jusqu'à Ilia Topuria, qui est en fait l'évolution ultime, c'est-à-dire c'est le maximaliste efficace. C'est-à-dire c'est pas une question de noyer, c'est une question de beaucoup de jeux de transfert de poids, quand il avance, quand il recule. Aucun mouvement en trop, tout est calculé. C'est une question d'initiative, en fait, au bon moment. Au moment où tu sais que tu vas faire mal, j'en fais pas trop, j'ai pas besoin d'en faire trop.
je te cadre, je sais comment je vais vers ce que je veux faire. Et quand je dois exploser, j'explose. C'est l'efficacité dans l'initiative. C'est plus juste l'initiative pour ça, c'est par mon efficacité et par le danger que je mets et ma faculté de déplacement, de transfert de poids, de footwork, j'arrive à empêcher l'initiative de l'autre et à moi décider quand je veux la mettre pour la mettre à haute intensité, toucher, faire mal et mettre KO. C'est une évolution du MMA, ce que je viens de te raconter. C'est en fait des mecs, tu vois, qu'on a vu évoluer avec le temps vers une version beaucoup plus efficace, beaucoup plus létale avec Topuria. J'aime bien cette filiation entre tous ces grands noms. En fait, c'est une évolution du MMA et c'est aussi un. En fait, je pense que l'évolution parfaite, c'est quand tu passes du grappling au striking. Sauf qu'elle est quasiment impossible parce qu'il y a beaucoup de difficultés, tu vois. Mais en fait, cette évolution-là, pourquoi c'est la plus parfaite? Parce qu'en fait, les strikers, souvent, ils sont quand même diminués de la peur d'aller au sol. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui lui réussit. À lui, c'est que c'est une zone où il est en zone de confort. On dit souvent que ta discipline de prédilection, puisque même s'il a 28 ans, ce n'est pas un gross MMA, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui a grossi et évolué directement en commençant par le MMA. Il a une base de grappling en premier, ce qu'il a dit en tout cas sur les interviews, et de là il est passé à combattant de MMA où il a évolué. Et je pense vraiment que du coup, quand il va au sol, c'est sa zone de confort. Tu te rends compte, c'est-à-dire que c'est la zone où ses pulsations diminuent, où il est dans son monde. C'est ça qui est encore plus dingue. Et moi, je reste persuadé que le point faible de ces strikers, et Holloway compris, ils défendent bien la lutte. Oui, mais ils en ont peur. Et oui. En fait, lui, tu penses qu'il peut arriver à cette initiative efficace parce qu'il n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait qu'il capitalise carrément sur le sol, tu vois. Sans doute, ouais. Ça reste un grappleur. C'est fou de parler comme ça. Les gens qui découvrent un petit peu le MMA, mais qu'est-ce qu'il raconte là avec sa casquette New York? D'ailleurs, petite dédicace, Yabouzélé. J'avais dit que je mettais plus de maillot de New York jusqu'à la reprise de la NBA en octobre, mais là, de Frenchie, j'étais obligé. Donc, on va vite commander le maillot. T'as vu que j'ai New York sur le t-shirt? C'est une autre dédicace parce que c'est le t-shirt de l'UFC 205. D'accord. J'étais dans la salle de McGregor Alvarez. C'est pour le clin d'œil comme on allait parler de McGregor. Cette année, on avait commandé le maillot de Pacom Dadier et c'est dès qu'on peut, on commandera le maillot d'Yabouzélé avec grand plaisir. Voilà. Jab Life, on analyse, mais on vous régale sur les vêtements aussi, également. Parenthèse terminée, mais c'est vrai, tu vois. Donc, je pense vraiment que ce qui fait la diff sur lui, c'est ça. C'est qu'en fait, il a aucun stress sur cette distance-là et ça renforce encore plus son pied-point. Du coup, il se lâche à 100% sur le stand-up, quoi. Et moi, pour finir là sur cette analyse plus de mouvement global dans le MMA, Islam, je le mets un peu dans la même catégorie d'initiative efficace, très différent. Mais par exemple, sur la lutte, il va moins être dans une lutte permanente comme l'était un Khabib, comme l'est un Merab aujourd'hui. Par contre, quand il y va, c'est dans la bonne position, au bon moment où il faut le faire, et là, il explose. Mais totalement. C'est un peu Et je trouve que ça fait un gap, en fait, entre ces mecs-là et le reste. Ils ont tellement maîtrisé, tu vois, leur art, que ça te fait un gap. Mais c'est un peu la même évolution. C'est-à-dire que Islam aussi, ça vient pas du grappling, ça vient de la lutte. Alors, je vais dire lutte sambo, même si je vais mettre un bémol, je trouve que c'est celui, il se cache pour le faire. Hein. Il se cache pour le faire, il le montrera jamais en story, mais c'est celui qui a le plus quand même transitionné vers la boxe anglaise et le jiu-jitsu brésilien. Même si je te dis encore une fois, je sais qu'il le fait parce que c'est un petit milieu, le MMA, tout se sait comment il bosse. Mais nous, on va pas le voir. Ouais. Mais il mettra jamais en story quand il va venir, je dirai pas les noms, mais des grands experts de jiu-jitsu brésilien ou de la boxe anglaise, il ne montre pas en story. Si t'es pas dans le même gym que lui à un instant T, tu ne le sais pas. Il reste fidèle à son mentor, au clan Nurmagomedov, tu vois, Abdulmanap. Il le mettra jamais. Mais c'est quand même celui qui a le plus vite transitionné vers l'anglaise et le jiu-jitsu brésilien. Mais c'est pareil, ça vient de l'appréhension, il vient de la lutte et il a développé un striking solide derrière. Je pense que ça y fait beaucoup. Parce que quand ils sont touchés, justement, ils peuvent vite aller au sol, travailler sur la lutte. Et c'est fort d'avoir t'imagines, c'est des strikers, mais qui sont encore plus forts en lutte et au sol. Donc, dès qu'il y a un problème qu'ils ont été touchés, ils peuvent tout de suite récupérer, régler ce problème et voire même capitaliser là-dessus. C'est un avantage phénoménal, quoi. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant le débat qu'on a depuis tout à l'heure parce que même tu le vois dans les autres champions actuels qui ont tous développé ce truc-là. Merab, tu vois, dans les parallèles que je disais tout à l'heure, en fait, c'est moins de l'efficacité. C'est pour ça que je le mets pas au même niveau que les trois autres dont on parlait dans Eldrick et Herbie. En contre, c'est un maximaliste au sommet. Mais Merab est le mec, il te noie dans sa lutte et il te fait craquer à la fin. Il est en train de monter le stand-up de Merab. Et DDP, mécaniquement, techniquement, si t'es un esthète, tu vois, du geste, tu seras jamais satisfait de ce qu'il fait. Par contre, la capacité qu'il a à faire déjouer l'adversaire, à imposer son game plan et à les noyer à la fin, elle est réelle. Ces mecs-là se mettent des gaps. Regardez-le au quintet, c'est un grappleur d'excellence.
dédicace à Julien Casier, DDP est un grappleur d'excellence. Et son style debout est quelque peu précaire, mais il reste très puissant et il met beaucoup de volume pour un mec qui fait 100 kilos le jour du combat, tu vois. Donc, c'est des problèmes, ces mecs-là. Et dernier point sur lequel je voulais te faire agir sur la technique de Topuria, on passera ensuite à notre gros dossier sur les moins de 70. Ce qu'il apporte aussi en plus, je trouve, c'est Kyle MacLachlan, un Combat Chronicle sur les réseaux, sur Twitter notamment, un ami, qui explique que c'est un composite fighter. C'est comme Sugar Ray Robinson et Joe Louis en boxe. C'est les mecs, c'est pas seulement ils frappent fort ou machin, ils ont développé une mécanique, l'équilibre, le transfert de poids qui est parfait, qui permet, et une stratégie qui leur permet d'implémenter ça au bon moment et de faire mal quand il faut faire mal, pas n'importe quand, juste au petit bonheur la chance. Donc ça, il l'a. Et le infighting. Le infighting, des gens sur les réseaux me repartager des images de Henry Armstrong, qui est le seul champion dans 3 catégories quand il y en avait 8 dans la boxe en même temps. Roberto Duran, on peut penser. Les mecs qui avaient cette capacité à faire ces petits pas à l'intérieur pour être des infighters incroyables. Et je pense que c'est un des points d'avenir du MMA, ça, Aldric. Je pense que le infighting va devenir de plus en plus important. La capacité que tu auras dans les phases de transition, de séparation de machin, à maîtriser ton infighting, à avoir le petit pas en plus, comme le fait Ilia, pour aller chercher la bonne position, le bon angle, pouvoir mettre ton transfert de poids et être toujours à l'équilibre, ça va faire une grosse diff dans les années à venir. Et ce mec-là, ce gap, il est aussi là. Tu as raison, mais tu sais, ce qui est vraiment impressionnant, en fait, et c'est peut-être la limite du système, c'est que regardez son combat au Cage Warrior. Je crois qu'il y a un combat où il avait essayé de faire 61 aussi au Cage Warrior, où il avait raté. Je crois qu'il avait fait un catchweight à 62,5 ou à 63, mais il n'y avait pas du tout de striking. Alors, est-ce que c'est pas ça, justement, qui fait sa force? Alors, bien sûr que là, il y a un don. Là, on parle même pas d'un don. Hein. Le mec est béni, hein, carrément. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que peut-être qu'en apprenant ça un petit peu plus sur le tard, il s'est focus sur des détails, tu vois. Et c'est ça vraiment qui est impressionnant. Parce que souvent, les mecs qui ont une base de striker, je peux t'en citer plein. Là, j'ai un nom qui me vient à la tête parce que je suis frustré de ne pas le voir cette année au PFL. Et je suis également frustré de l'avoir de perdre Dana White Contender Series, c'est Dylan Salvador. Formidable striker. Et en fait, ces mecs-là, c'est pas qu'ils arrêtent le striking quand ils arrivent en MMA, c'est qu'ils se focusent beaucoup sur la lutte, le sol. On pourrait penser que Fares fait ça, mais Fares fait pas ça. Croyez-moi, je l'ai vu s'entraîner. J'ai même un peu travaillé avec lui à une époque à l'UFC Performance Institute. Il reste très focus sur son anglaise, sur son kickboxing et tout ça. Mais beaucoup de strikers font cette faute. Ils arrivent en MMA, je garde ma base de striking et je travaille sur mon scramble, ma lutte, mon sol. Et derrière, en fait, ils vont pas chercher ces petits détails en plus qui demandent maturité, qui demandent beaucoup de travail finalement, tu vois. Et qui peuvent faire une diff énorme si tu les maîtrises. Et je pense que c'est vraiment ça la diff. Mais en même temps, c'est fou. Regardez ces combats, les gars. Il y en a beaucoup que vous pouvez avoir gratuitement. Je crois qu'on peut en avoir sur YouTube. Pardonnez-moi si je dis une bêtise, mais un au Brave et un au Cage Warrior quasiment sûr. Regardez-les. Et vous allez voir que c'est pas 2002, hein. C'est des trucs qui sont pas très très vieux finalement, et qu'il avait pas de boxe du tout. Et c'était aussi un point important pour dire, parce que tu vois, le samedi dernier, on a vu Pantoja et des Topuria enchaînés en 2 combats. Il faut qu'on réalise des fois que quand c'est ça, c'est caviar en fait. Parce que tu vois des mecs, je te dis, qui ont mis un tel niveau dans leur jeu global. On a fait un jab culture où on se demandait si le MMA était le sport le combat le plus facile pour devenir champion. C'est-à-dire que le plafond bas de ce sport, parfois il est bas. Par contre, le plafond haut, avec les mecs comme ça, c'est des bonbons absolus. Ouais, donc, regardez-les. Et je t'avais pas prévenu que je te ferais ça, mais quand on a fait le truc Feather, parce que je veux que ça sorte d'instinct, est-ce que tu peux me faire il y a eu que 5 champions, 5 grands noms, comme on a dit là. Ton classement, pas all-time, genre, t'as étudié tous les trucs et tout, tes préférés. Tes préférés dans les 5, de 1 à 5. Je rappelle, Aldo, McGregor, Holloway, Volkanovski, Topuria. J'aime bien Aldo, mais c'est tronqué parce que... c'est pour ça que je te demande perso, c'est pas un truc que t'as analysé. J'ai vu le film. J'ai rencontré Dédé Perneras aussi, qui a entraîné Jean-Robert Monnier, qui fait partie de ma team. Il a été longtemps Jerry là-bas, donc c'est un peu faussé. Il est tellement gentil, Dédé Perneras et tout, que quand même. Bon, j'ai été très fan de Conor aussi, mais je te ferai pas les autres, mais je vais rester quand même Aldo, le film, la vie, son coach, les épreuves, même si je pense qu'il est temps qu'il arrête. J'espère qu'il va pas encore revenir une 3e fois, parce que j'ai pas du tout aimé le comportement au Canada, tu vois. Il savait qu'il allait pas faire le poids. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Non, il est temps de tourner la page. Tu vois, quand ils ont plus envie, ils ont plus envie. Et en fait, c'est dommage des fois qu'ils soient pas un peu plus solides financièrement, qu'ils soient obligés de le faire pour ça, en fait. Finalement, ça me gêne. Mais Aldo, sans aucune hésitation. Qu'on nous rentre pas dedans tout de suite, c'est pour ça que je disais c'est des classements perso. On peut mettre un autre mec, en effet, GOAT des featherweight. Moi,
personnellement, au classement, c'est Aldo, Topuria. Topuria, il me plaît tellement beau, vraiment, avec tout ce que je viens de te dire. Vraiment, il me plaît beaucoup, beaucoup. Holloway, Volkanovski, McGregor. Mais c'est un classement. Mais c'est tous des très grands champions. Très personnel, mais cette KT est incroyable. Il faut pas oublier Conor, il faut pas lui enlever que, pour moi, il y a deux personnes. Tu sais, au football, tout le monde parle toujours de l'arrêt Bosman. Alors, les jeunes, ils vont pas savoir ce que c'est, mais, et je vais pas le dire ici, mais c'est quelque chose qui a révolutionné un peu le football dans sa globalité. Moi, je pense que Conor McGregor et Francis Ngannou, ils ont révolutionné le game pour les fighters. Et que si aujourd'hui les primes augmentent, pas encore comme elles devraient, disons-le, c'est grâce à ces mecs-là. Grâce à ces mecs-là, ils ont beaucoup avancé là-dessus. Et il y a plein qui vont me dire, ouais, mais ça, c'est pas vrai, ça a pas... Non, le bas de l'échelle n'a pas encore augmenté. Effectivement, le 10-10, 12-12, il reste comme il est, et le 5-5 au Dana White. Mais en intermédiaire, en ceinture, ils ont aidé à ce que ces salaires soient déjà plus gros. Donc rien que pour ça, ils doivent avoir le respect de tout le monde. Complètement. Et de toute façon, on en parle souvent, mais ce qu'a apporté McGregor à ce sport, qu'on aime ou qu'on déteste le bonhomme comme le combattant, c'est intouchable. C'est ça. Pour le coup, Topuria, le sport est trop développé. Pour revenir à notre premier débat, il est trop développé aujourd'hui pour apporter ce que Conor a apporté. Conor, il l'a fait exploser, ce sport. Non, je suis d'accord avec il y avait Rousey à l'époque aussi, tu vois, mais lui, il l'a fait complètement exploser dans le monde. On a parlé de Holloway. On a même cité Holloway Poirier et on en profite pour notre petite séquence Paris, Aldric, puisqu'on est sponsorisé, on rappelle, cette émission est sponsorisée par notre nouveau partenaire, Winamax. On vous rappelle aussi, bien sûr, comme d'habitude, le jeu est interdit aux moins de 18 ans, donc déconnez pas tous les jeunes qui nous écoutent. Faut jouer de façon responsable aussi. On met pas plus que ce qu'on peut perdre. On ne se ruine pas parce qu'on veut faire des paris, c'est pour s'amuser, s'éclater et puis avoir un petite étincelle en plus quand on regarde un combat si on a mis un petit quelque chose, mais ne surtout pas rentrer dans des choses qui peuvent vous faire du mal sur le jeu. Rappelle aussi pour le coup que Winamax vous rembourse avec le code JAB10 votre premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et vous offre un bonus de 10 € supplémentaires également en cash. Donc allez voir avec le code JAB10, c'est disponible sur Winamax. Donc je t'ai dit Poirier-Holloway, pourquoi j'en viens là? Parce que c'est le grand événement du mois de juillet. Aldric, 19 juillet, Nouvelle-Orléans, en Louisiane, chez Monsieur Dustin Poirier, le dernier combat de sa carrière au Diamond contre Max Holloway, donc pour la ceinture BMF qu'avait pris Holloway contre Gaethje, c'était à l'UFC 300. Troisième combat de la trilogie entre les deux. Déjà, Aldric, c'est quand même une folie. Le premier, février 2012, UFC 143. Le deuxième, avril 2019, UFC 236. Donc c'est une trilogie qui se sera jouée sur les numérotés 100, 200 et 300. La longévité des mecs est incroyable. Donc, première cote, on reviendra bien sûr en profondeur et en analyse sur ce combat quand on s'en approchera là dans quelques semaines. Mais première cote disponible, on est à 15 jours du combat à peu près, un peu plus. Poirier, 1,98. Holloway, 1,72. Donc, Holloway favori chez Dustin Poirier, alors que Dustin a gagné les deux premiers, on rappelle. Soumission sur le premier, décision unanime sur le deuxième. Ça te paraît judicieux qu'Holloway soit le favori, alors que tout indique, Poirier l'a battu 2 fois, il est chez lui, c'est son dernier combat, tout indiquerait que Poirier doit être le favori. Après, 2 choses sur Holloway, parce que franchement, on a une belle communauté Jab Live, je reçois plein de messages sur mon Instagram aussi, et c'est quoi son niveau en lightweight? J'en sais rien, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, en lightweight, il a fait 3 fights, et c'était des brawlers, enfin, c'était de la bagarre. Donc, quelle est sa capacité à gérer la lutte? Quelle est sa capacité à gérer un mec qui va essayer de le coller? Est-ce qu'il va être aussi efficace qu'il était à 66? Je sais pas. Parce que le poids, c'est important. Maintenant, sur ce match-up-là, moi, je le trouve... tu as dit un truc très important quand tu as fait ton petit truc sur les 66, la responsabilité défensive. Et pour moi, Holloway, il en a une. Et en fait, moi, je trouve que Dustin, pourtant fan aussi, Dustin Poirier, les actions humanitaires qu'il fait, je suis très fan de ce mec-là. Néanmoins... il a un fight IQ absolument déplorable quand il combat. On a bien vu contre Benoît, il écoute pas son coin. 40 guillotines au premier round. Et même, les guillotines, c'est le côté visible. Mais pareil, des fois, il tourne du mauvais côté, il s'entête, il n'écoute aucune consigne. Pourtant, il a la chance d'avoir Thiago Alves dans son coin, le même qui était dans le coin d'Oumar Sy, qui est aujourd'hui le boss du striking de Ititi, tu vois, et il n'écoute rien. Donc, chez lui, pour sa dernière, avec l'ambiance. C'est ça, tu vois. Et sur un combat avec un mec comme Holloway qui est capable de mettre du volume, qui est capable d'être intelligent défensivement,
qui frappe. On a vu quand même ça, par contre, on peut le dire. Il a pas perdu son punch. Non, il l'a. Je sais pas comment il défend la lutte et un mec qui va peut-être essayer de le lutter, mais par contre, on sait une chose, il a le punch. Donc, pour moi, c'est une cote normale et moi, je vois Holloway légèrement favori. Tu le vois favori Ouais, aussi. Ouais. ouais. Et c'est vrai que sur la base, 60-40, tu vois. ce que je disais, en effet, sa responsabilité défensive, ça fait que dans le théorème que je t'expliquais, c'est le maximaliste parfait parce qu'il a ce volume-là et en plus cette responsabilité défensive. Ah, j'ai du mal à parier contre Poirier pour son dernier chez lui. On a envie que l'histoire elle soit belle. Ouais. Mais est-ce que ce sport est beau et noble? Non, t'as raison. Non, mais tu vois, c'est le sport qu'on aime. Mais il n'est pas. En fait, c'est pas j'allais dire une obscénité, mais c'est pas les bisounours. Ça se finit toujours mal avec le combat de trop parce que ce sport est exigeant. Et la logique, c'est ça. Après, Dustin, il a 2 fers à repasser dans les mains. Il peut se passer une si dinguerie. Ça connecte, ça peut connecter. Il peut se Puis t'as raison. Les trilogies comme ça, tu te dis toujours, il y a un moment, ça va basculer de l'autre côté. Donc est-ce que c'est là où Holloway fait basculer de l'autre côté? Mais Rocky, c'est dans Rocky. Ça se finit toujours mal, les combats d'adieu. Donc pour moi, effectivement, 60-40 Holloway, normal. Et pour rester là-dessus, il y a un monde où si on arrive au 5e, qu'il reste 1 minute. Ah, ils vont le faire. Voilà, il y a un monde où ils pointent pas le centre de la cage et ils se disent là pendant 1 minute on s'en met dans la tête. Peut-être qu'ils le feront avant. T'as raison. De toute façon, on voit du sol, on voit de la lutte vraiment dans ce combat. Je pense pas. Mais jamais de la vie. C'est même pas, je pense pas, jamais de la vie. Et ils se font plaisir en fait avec ça. Holloway luttera pas. Et Dustin, même s'il avait soumis au premier, c'est fini tout ça. Il vient faire une bagarre pour poser les gants et s'occuper de sa famille. Donc on verra pas de sol. Je vous le dis clairement. Regardez l'UFC BJJ si vous voulez voir du sol parce que là il y en aura pas. Bon, en tout cas, on va revenir en long et en large sur ce combat dans Aldric Herbie. Avant ça, ce serait le 19 juillet, je le rappelle. En attendant, je vous rappelle, 1,98 pour Poirier, 1,72 pour Holloway sur Winamax. Les codes vont sans doute évoluer, comme d'habitude, dans ce genre de choses. En tout cas, à l'heure où on parle, elles sont comme ça. On verra bien comment ça finira quand on sera plus qu'à quelques jours du combat. On entame notre dernière partie d'émission, mais la grosse partie, tu l'as teasé, Aldric, l'état de la KT des moins de 70. Je l'ai teasé dans mon intro aussi. Alors, pourquoi on tease un peu ça? Parce que ça fait partie des mythes qu'on a dans dur, Aldric. On entend tout le temps, aux commentaires, les gens du milieu aussi, hein, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Les 70, c'est la meilleure KT de l'UFC. Parce que c'est la plus dense, parce que là où il y a le plus de combattants. Ça fait longtemps que je suis pas d'accord avec ça, déjà, de base. Je sais que tu n'es pas d'accord non plus. Donc vas-y, rentre dedans. En fait, pourquoi je suis pas d'accord? Ça a été une vérité. Et d'ailleurs, on va l'expliquer. Là, ce que je me suis amusé à faire avec toi, tous les deux, c'est qu'on a pris le top 15, on a expurgé les mecs qui avaient plus de 32 ans, plus de 31 ans, et on a regardé les prospects. Et la réalité, c'est que oui, ça a été la KT la plus forte de l'UFC. Sauf que les mecs qui étaient très très forts il y a 7-8 ans vieillissent, les jeunes n'arrivent pas à les passer. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, alors j'ai dit rincer parce que j'avais envie faut faire un petit mot, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette KT, ils sont 104 à l'UFC, donc elle est lourde parce qu'il y a beaucoup. C'est l'être humain. La majorité des gens aujourd'hui, ils pèsent à peu près 80 kilos, donc ça se retrouve à 70. Ça, c'est une réalité statistique. Et sur tous les continents, t'en as. Des 93, en Asie, il n'y en a pas beaucoup. Disons-le clairement, tu vois. Mais c'est parenthèse que j'avais pas du tout prévu. T'es sûr de ce truc-là? Parce que moi, j'avais entendu même Kamaru dire. Welter, 77 kilos, en gros, c'est à peu près ce que font tous les êtres humains, soit ça, soit léger. Sauf que c'est à peu près les êtres humains, mais les 77 qu'on voit dans une cage, ils font 90 non, mais kilos. Voilà, et même les 70, ils font plus 80 ça, en fait. Tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt Bantam et Featherweight, la vraie KT, ou quand ils sont à leur poids normal, c'est la KT moyenne humaine, tu vois? Faudrait faire des stats. Et moi, c'est les deux KT que je mets au-dessus, par exemple. C'est Bantam et Feather. Mais en plus, aujourd'hui, je pense qu'à 77, c'est beaucoup plus dur qu'à 70. Là, on parle pas de. Là, c'est situationnel et j'irais même plus. C'est générationnel. Aujourd'hui, on a. Et on va voir, il y a peu de prospects. Parce qu'en fait, ils ont du mal à monter, les mecs. Ils arrivent. On sait qu'aujourd'hui, la maturité, ce qui est compliqué en fait dans ce sport, et regarde, Faresiam, c'est un rescapé. S'il n'y a pas un peu de réussite, le Faresiam que je vais citer dans quelques minutes comme un top prospect, aujourd'hui, ce mec-là, c'est la relève à l'UFC. Et je vais expliquer pourquoi. Pas dire, ouais, il est chauvin. Non. Tout ce que je vais dire, c'est factuel et calé sur des classements Fight Matrix. Donc, aujourd'hui, un des plus gros prospects de l'UFC, c'est Faresiam. Et ce mec-là a été cuté. Et s'il n'y a pas un peu de réussite, s'il n'y a pas Ali Abdelaziz, il y a quelques années, c'est terminé. Il serait dans une autre ligue. Peut-être que ça serait mal passé parce que sa motivation, elle aurait... Moi, je pense pas que sa motivation aurait baissé, mais ça arrive des fois. Ça peut arriver. Et tu vois, ce mec-là, ils l'ont cuté. En tout cas, il serait pas dans notre liste qui va être à portion réduite des prospects qui sont à l'UFC. Et c'est ça, la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui ont 32, 33, 35 ans, qui sont pas trop amochés, qui ont un très haut niveau, que les jeunes n'arrivent pas à passer.
Et du coup, effectivement, la KT, c'est compliqué d'avancer dedans. Et on va voir qu'il y a plein de prospects que j'ai désignés qui perdent. Des mecs comme Bahamontes qui gagnent, qui perdent. Il y a plus de mecs qui arrivent et qui font un perfect. Parce que le niveau est très très haut, malgré tout. Mais ça fait une KT avec... Si on compare avec... T'imagines à 77 le nombre de contenders sérieux qu'il y a à la ceinture et qui ont 32, 33, tu vois, qui sont en plein gap. Tu peux parler de 84, où ça se renouvelle beaucoup. Aussi. Ben là, 70, il n'y a pas grand-chose. Et on va pouvoir le développer quand tu veux d'ailleurs. Et on va s'amuser en donnant des chiffres. Parce qu'en plus, et dans l'intro, on l'a bien précisé, KT en péril à l'UFC. Je l'ai bien dit parce qu'on va voir qu'ailleurs, il y a du prospect. Et sans doute plus qu'à l'UFC. Le top 15 pour démarrer. C'est que le top 15, c'est marrant, mais j'ai vérifié ce matin, Islam Makhachev, il est toujours. Ils l'ont toujours pas fait monter en welter. Ils ont laissé Ilia à 66 et Islam à 70. Je sais pas si t'as remarqué. Donc je le compte pas parce qu'il sera plus dans le classement, donc c'est pas très grave. Je l'ai pas mis. Mais Ilia, qui est le champion à 28 ans, donc lui, c'est plus un prospect. De toute façon, il est champion, mais en tout cas, il est dans sa force. Il a moins de 30 ans. Donc derrière, Tsaroukian à 28 ans. Ok. Oui. Charles Oliveira 35. Justin Gaethje 36, Dustin Poirier 36, Dan Hooker 35. Bon, Poirier va dégager bientôt, mais c'est à l'heure où on parle, c'est ça. Hooker 35, Mateusz Gamrot 34, Benel Dariush 36, Paddy Pimblett 30, déjà 30 Paddy en fait. Raphaël Fiziev 32, Renato Moicano 36, Chandler 39. Depuis tout à l'heure, je vous l'ai fait dans l'ordre. Hein. J'en ai pas sauté un là, Aldric. Je les ai tous faits dans l'ordre. Et on arrive 14 Benoît Saint-Denis 29, Grant Dawson 31. On en a 3 qui sont en dessous de 30. Dans la liste que je viens de te dire, dont le champion, dont le mec qui est déjà installé. Benoît. Arman, Paddy, Benoît. Et donc le champion Topuria. Tout le reste, ça a plus de 32 ans. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'était aussi notre titre. Est-ce qu'il va régner pendant des... Qu'est-ce qu'on fait s'il nettoie Arman, Paddy? Mais en fait, si tu veux... Il reste qui derrière à lui mettre? Ça, à tu la mets limite, que les mecs de 38 ans? Alex, sur le papier, c'est pas très grave ça. Ça, à la limite, c'est pas grave. Les mecs sont classés, on sait que l'UFC... aime bien conserver un petit peu ses reliques, comme nous, tu vois, nos bibelots. Voilà. Mais si derrière, t'as 7-8 prospects qui arrivent, qui sont sur un 4-0, un 5-0 et qui mettent des KO, tu t'en fous de ça. Ils arrivent. Mais là, t'en as pas. La problématique, et on va y venir dès que tu veux. Non, bah, vas-y, je te la laisse ouvrir, mais moi je disais... je loupe tout de suite la problématique. Pour finir sur ce que je disais là juste avant, moi c'est même pour Topuria. Il y a un moment, je suis Topuria avec la star que je suis. Je voulais pas me mettre autre chose que des mecs de 36 ans à rincer, en fait. Tu vois? Et là, t'imagines que, regarde, je te fais juste une suite du classement. Alors, comment j'ai fait? Je vous le dis, ne commencez pas à dire oui, mais pourquoi il a mis un tel devant un tel et pourquoi il parle pas d'un Fight tel. Matrix. Fight Matrix. Pour moi, c'est la Bible. Allez, on est n'allez pas me chercher Tapologie et même à Unity ou je sais pas. Je ne connais pas. Moi, je regarde Fight Matrix et c'est le seul ranking qui me parle. Donc, sorti du top 15 de l'UFC, je passe directement Fight Matrix, je mets un filtre, hors UFC, in UFC, et je mets des filtres d'âge. C'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un Bahamontes qui vient de perdre contre Fiziev, qui était bien sinon. Ouais. C'est un bon run à l'UFC, et 27 ans, on est bien. Mais direct, tu vois, on lui met un mec de 32 piges, qui est 10e, ça perd. Et ça perd pas serré, tu vois. C'est pas non plus... c'est pas une split, c'est pas... Tu vois, ça perd. Il est fort, mais il est en dessous de Fiziev, qui est pas forcément un prétendant au titre. Tu vois ce que je veux dire? Qui a perdu lui aussi. Donc c'est ça qui est compliqué. Qui lui-même avait perdu contre Gaethje, qui est de la génération encore au-dessus. Oui. T'as compris ce que je veux dire. Il y a un vrai prospect, avant de parler de Fares, c'est Mauricio Ruffi. On aime, on n'aime pas. Fighting Nerds, il a 29 ans, 3 KO, 4-0. Alors c'est pas vraiment 4, c'est 3 à l'UFC, 1 au Dana White Contender Series. Pour l'instant, c'est très propre. Je suis d'accord qu'il faut voir la suite, mais ça, c'est un réel prospect. Là, on peut le compter. Et derrière, on a Fares tout de suite. Fares, 5 victoires d'affilée. Certes, un seul KO, mais retentissant à l'UFC Paris. Ce mec-là est le deuxième plus gros prospect sur le papier de l'UFC. On aime, on n'aime pas, c'est la vérité. Si tu nous enlèves, puisqu'il a 30 quand même déjà, si tu prends que les moins de 30 et que tu n'enlèves pas 10, donc hormis il y a que Tsaroukian et Saint-Denis dans le top 15, Fares, dans ce classement, il est numéro 5. Ouais. Des mecs de moins de 30 ans à l'UFC aujourd'hui. 28 ans, c'est un des plus gros prospects de l'UFC. On s'en rend pas compte en fait. Tu vois, les gens... Dans la catégorie que beaucoup disent c'est la meilleure catégorie de l'UFC. Et moi, je vais aller encore plus loin. Pareil, super débat avec la communauté Jab Life. Ouais, mais Aldric, pourquoi pas Paddy? Parce que j'ai dit, les gars, Paddy, il a passé Chandler. Et je vais plus loin maintenant devant la caméra. Est-ce que Paddy passe Fares? Oh, j'ai un vrai doute. En tout cas, j'ai envie de le voir, le combat. Je te dis pas... Paddy, je te l'ai dit aussi, je pense qu'on le sous-cote un peu. Mais il y a match. Il y a match. C'est pas genre, Paddy roule sur Fares. Je vous pose une question devant la caméra. Je dis pas, il va l'éclater, tu vois. Est-ce que Paddy passe Fares? Derrière, dans les classements, t'avais d'autres noms? Ouais, bon, je te fais juste un petit top 15 des trentenaires, comme ça on voit un peu plus clair, mais vous allez voir que les noms, vous les connaissez pas, à part certains, vous les connaissez pas vraiment. Mirbitek, Orolbay.
Ouais. 27 ans. Mais pareil, prospect, 27 ans, bien spectaculaire et tout. 1-1. Ça perd contre Rebecki. Tu vois Ludovic Klein. Non, Nasrat avant. Akbar. Nasrat. Ouais. 29 ans, 5 victoires, 1 KO. Là, on peut parler de prospect aussi quand même. On peut parler de prospect aussi. 29 ans, 5-0. Là, il est sur 5 victoires à l'UFC, dont un KO. À voir, à suivre. D'accord Orolbai, donc on en a parlé avant. Ludovic Klein, qui est pas mal, qui a 30 ans, ça vient de perdre contre Gamrot. Et ça a perdu nettement aussi quand même, tu vois. Là, tu peux pas te dire. Et là, on arrive à quelques noms intéressants. Chase Hooper. 25 ans. Ouais. Et moi, j'aime bien parce qu'on est un peu sur du Ilia. On est sur un énorme grappleur qui met beaucoup plus de temps à piger le pied-point. Ça, on va pas se le cacher. Je veux dire, la progression n'est pas aussi significative que celle d'Ilia tout au long de sa carrière. Mais là, on est sur un danger. Oui. 25. Moi, je t'ai dit, quand on a fait les recherches pour l'épisode, quand on s'est branché sur le sujet. Et il a call-out Fares, il n'y a pas très longtemps. Oui, et j'étais étonné que Chase Hooper Ouais. ait 25 ans. Je le Beaucoup voyais un peu plus vieux. Mais il est fort. Là, on est quand même. Là, on est sur 5 victoires d'affilée à l'UFC, 3 finalisations. Il a un sol létal très au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on dit, ouais, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Déjà, arrêtez avec ce mot brésilien. C'est une ceinture noire de jiu-jitsu. Les Américains, ils se sont accaparés le truc déjà. Arrêtez de me parler de brésilien. Et en plus, il a vraiment un sol létal. Il est au-dessus, lui, du niveau black belt. Donc, c'est un danger. Chase Hooper est un danger. Mon petit chouchou, je l'ai mis. J'avoue, les gars, j'ai triché de 2 semaines. On a parlé des trentenaires. Il a 31. Nazim Sadikov, il vient de faire 31. Il est né le 11 mai. Donc, ne m'insultez pas en commentaire. On vient de J'avais voir envie d'en combattre parler. récemment, hein, ouais. Ben, j'avais envie d'en parler parce que grosse série de victoires. Depuis son premier combat, il est invaincu. Il a perdu le premier et après derrière, il est invaincu. Il a un draw au milieu contre Borchev. C'est vrai que c'est pas fou, mais il était pas. C'est ce que je te disais. Il est très fort. Il est très fort. Le combat contre, je crois que c'est Vladislav Borchev, il n'était pas au top. Il s'est fait accrocher. Ça fait un majority draw. Mais ça, c'est fort. Sadikov, par contre, pour moi, c'est un espoir de la KT et ça peut monter très vite parce qu'il y a beaucoup de trucs. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et derrière, je finis juste rapidement. Mais tu as Torres, Miguel Torres, 30 ans, mais pareil, défaite contre Bahamontes. Moses, j'en parle pas. T'imagines que Moses, il fait partie de notre partie de notre top 15 trentenaire. Il est à 2-3 à l'UFC. Ribovic, 29 ans, 3-2 à l'UFC. Et Chris Padilla, faut en parler, c'est pas mal. 29 ans, 3-0 à l'UFC, un KO, une sub. Là, par contre, pour fermer ce top 15 des trentenaires, là, on a quelqu'un à surveiller parce qu'il y a de la progression entre les combats aussi quand même. Là, on peut parler. Là, c'est pas encore un top prospect, mais il faut parler de ce mec-là. Je trouve intelligent ce qu'il fait et je trouve sa progression significative. Et maintenant, parce que je sais que tu vas aussi avoir des prospects dans plusieurs régions du monde que tu m'as trouvé. Maintenant, moi, je vais te faire une autre liste, Aldric. Ousmane Nurmagomedov, 27 ans, UFC. PFL. Paul Hughes, 28 ans, PFL. Akbar Abdoulayev, 27 ans, One. Un Kirghiz, c'est rare d'ailleurs. Souvent, quand on entend des noms un petit peu arabisants, que c'est des Russes, on croit que c'est des Dagestanais ou des Ingouches ou des Tchétchènes. C'est un Kirghiz qui est au One FC, effectivement. One FC. Ouais. JJ Wilson, 27 ans, PFL. Néo-Zélandais. Archie Koglan, 29 ans, PFL. Saladin Parnas, 27 ans, KSW. Bibert Toumenov, 28 ans, ACA. Tac, 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 que je finisse ma liste. Louzen Keita, 27 ans, Octagone. Ouais. Et les meilleurs prospects du monde en lightweight, la meilleure KT de l'UFC. Je suis d'accord avec toi. Ils sont en dehors de l'UFC, non, Aldric? Il y a le boulot des matchmakers. Il y a un vrai problème là, s'ils ne renouvellent pas ça. Paul Hughes, ils l'ont snobé. Là, on se permet d'être un petit peu critique. Ah non, mais ouais, mais Aldric, il critique pas l'UFC parce qu'il travaille avec eux. Non, quand c'est bien, c'est bien. Ah non, là, il y a un problème. Là, en sachant qu'Ousmane, c'est autre chose. Moi, je pense qu'Ousmane, c'est l'intelligence de coach Khabib. Et là, je parle du Khabib le fils. On attend qu'Islam s'en aille. Ouais, non, même pas ça, il n'était pas au niveau. Moi, j'ai eu la chance de voir sa carrière. Il a fait 2 events en même temps que Manon. Donc, je l'ai vu dans les vestiaires, je l'ai vu s'échauffer, j'ai vu pas mal de choses. Et moi, je pense clairement que, donc, quand je l'ai vu, il devait avoir 23 ans, il n'était pas au niveau. Il n'était pas au niveau. Et à l'UFC, il se serait fait accrocher, il aurait, entre guillemets, sali son palmarès. L'intelligence d'attendre pour se développer. Ouais, moi, je pense que Khabib, il a fait un choix très intelligent. Mais au-delà du particulier, on a un vrai problème là, Aldric. Est-ce qu'il n'est pas l'heure? Ils ont les moyens, là, qu'on vienne pas me dire quoi que ce soit, mais les noms que je viens de citer là, d'aller mettre des gros chèques sur la table et d'arrêter par exemple, on va prendre l'exemple qu'on connaît le mieux, et d'arrêter de manquer de respect, entre guillemets, à Parnasse, tu vois, en lui proposant un truc qui vaut pas le coup, avec toi. et de mettre des vrais chèques, parce que là, dans quelques années,
je le dis, je le répète, les meilleurs prospects dans cette catégorie, là, ils sont pas à l'UFC. Là, le PFL, ils ont du monde, mine de rien. Tu vois, le One, il y a Akbar Abdoulayev, c'est pas mal du tout. Après, juste un petit. Souvent, ouais, mais Aldric, tu parles de Mansour Barnaoui, il est rincé, il perd tout le temps. Mansour Barnaoui, il y a juste que le matchmaker du PFL, il lui en veut. Il lui met que des défis complètement dingues. Les deux mecs que tu as cités, là, JJ Wilson et Archie Colgan, il les a pris Mansour. Tu vois, et il a pas démérité. Pour parler du niveau d'un Mansour Barnaoui, oui, ce petit ring rust lui a fait louper le coche. C'est vrai, on va pas le défendre tout le temps. Mais ce mec-là est fort parce que 2 des plus gros prospects du PFL, ils lui ont collé et c'était serré, tu vois. Mais là, effectivement, t'as pas mal de mecs qui sont pas dans la boucle. Alors, c'est qui devraient l'être. Et c'est quoi le problème là? C'est que l'UFC, parce qu'en fait, ça peut être un problème qui rejoint le premier problème. C'est-à-dire que l'UFC, avec tous les mecs de 35 ans, qui sont des noms, Poirier, Keji, Chandler, tu vois, tous sont des noms qu'on aime bien voir combattre. Et ben en fait, ils se sont fait un peu, tu vois, dépassés par le timing, et en fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient pas assez ramené de 109 dans cette caté, et ils vont se retrouver le bec dans l'eau dans 2-3 ans à se dire merde, ils sont pas chez nous les meilleurs. Moi, je pense qu'ils ont vraiment cru qu'ils allaient régler le problème avec un The Ultimate Fighter lightweight et avec le Dana White, tu vois. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que je vais pas trahir de secret. Moi, j'ai pas mal de connexions dans le management, ça me permet d'avoir des idées de montant. Je vais donner un exemple, mais juste d'écart de prix. Je vais pas parler d'argent. Mansour, quand il était en égo avec l'UFC, je crois qu'il a pris 60 000 euros de plus entre la proposition UFC et celle à l'époque Bellator. Tu peux pas faire ça. Ça là, c'est encore plus que ça. Tu peux pas faire ça. Ça là, c'est plus que ça. Et arrivé à un moment, tu peux pas faire ça. Où tu vas taper sur des jeunes de 20 ans, c'est peut-être qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Et là, tu peux te permettre de leur mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et de sous-payer. Ou alors, Paul Hughes, ils l'ont snobé. Après, il y avait une histoire d'argent. Effectivement, il avait des demandes. Mais le mec, quand il fait ses demandes, il a déjà 26 ans ou 27 ans. Donc, il sait son niveau. Tu vois? Et c'est compliqué. Mais là, la réalité, c'est qu'il y a les prospects de l'UFC qui sont, on voit, dans la difficulté. Je dis pas qu'ils sont rincés. Je dis qu'aujourd'hui, les jeunes, si on regarde un petit peu ce qui s'y fait, là, tu as fait un prospect hors UFC avec les plus grandes ligues, avec le One, avec le PFL, et c'est magnifique. Mais on peut même le découper continent par continent. Aujourd'hui, si tu expurges sur les filtres Fight Matrix et tu vas t'intéresser à cette scène brésilienne, par exemple. Tu regardes au Brésil, on l'a pas mis dans le top UFC parce qu'on a dit que c'était un top 15 des trentenaires et des moins de 30 ans. Mais tu as par exemple Marlon Santos, qui a 25 ans, qui est rigolo à parler parce qu'il a fait toutes les KT depuis flyweight jusqu'en lightweight. T'imagines? Le mec, il a été classé 50e mondial en flyweight, il est monté en bantam, il est monté en feta. C'est une dinguerie. Là, 3-0 à l'UFC. C'est Inoue qui va se taper en welter. Tu vois, c'est ouf. 3-0 à l'UFC, 5-0 si tu comptes le TUF. C'est pour ça que j'en parle tout de suite avec ma liaison du TUF. Mais ça règle pas tout. Oui, t'as un 16-1 qui a 25 ans, qui est en train de progresser dans une KT lightweight. Mais t'en as un. Et quand tu regardes toutes les pépites brésiliennes qu'on a eues au Jungle Fight, au LFA Brésil et tout, il y a un mec en lightweight qui sort un peu du lot, c'est Juan Pablo Vieira, 21 ans, 9-0, 100% de finish. Moins bien classé qu'Axel Sola. Oui, on n'a pas cité Axel. On va en parler d'Axel sur l'Europe. Mais parce qu'il prend des mecs 300e, 400e, 600e mondial au Brésil pour le moment, tu vois. Donc, et pareil, si tu regardes 3 des plus gros prospects US, Coach Young, Michael Aswell et Terence McKinney, pareil, qui sont à l'UFC les 3. Hein. Les 3 sont à l'UFC. Mais regarde un petit peu le dépit. Et je vais expliquer pourquoi. C'est pas que du favoritisme ou de la préférence à l'embauche. McKinney, il a progressé avec l'organisation. On sait que ça fait longtemps qu'il y est. Il a 7-4 à l'UFC. Ça fait 11 combats. Donc là, on est vraiment sur un profil, comme on dit en lightweight, ils se permettent, comme ils ont une centaine d'athlètes, de faire progresser les mecs. Là, on est quand même sur un prospect. 17-7, 30 ans, il commence à être fort quand même. Là, il y a une vraie chance pour les États-Unis parce que je trouve qu'ils progressent. Mais en dehors de ça, les 2 autres qui ont 24 ans précédemment cités, Aswell et Young, 9-3, 10-3, ils ont perdu au Dana White Contender Series. Ils ont été quand même pris à l'UFC sur du short notice. Et ils sont sur une défaite. Et ça veut dire juste quoi? Ça veut dire que le réseau, le niveau, ça commence à... En fait, il y a trop d'écart entre le prospect UFC et le LFA et toutes les orgas mineures américaines, il commence à y avoir trop d'écart. Et ça, on peut le multiplier. Et ils prennent pas les meilleurs. Non. Enfin, peut-être les Américains, mais sur le monde global, ils prennent pas les meilleurs. La problématique, j'y viens. C'est pas du favoritisme pro-américain. C'est que ils sont sur du short notice. On peut pas faire de visa. Déjà, le visa coûte quand même cher. Ça leur coûte de l'argent. À chaque fois, c'est un investissement entre 3 000 et 5 000 $ pour une organisation de prendre un visa. Donc, sur du short notice à 10 jours, à 15 jours, comment tu fais un visa? Même en termes de lourdeur administrative, tu peux pas. Du coup, ces prospects européens
j'enchaîne dessus d'ailleurs, pour qu'on voit la pauvreté. Quand je parle de prospects, là, je parle du classement Fight Matrix. Des mecs qui sont en Europe, situés hors des grosses orgas. T'as Bolagioki, qui est déjà à l'UFC, mais qui est sur un run de 2-1, tu vois, qui a mis un magnifique KO à Dylan Salvador, mais qui est 188e mondial. T'as Jordan Vucevic, qui n'a pas encore gagné à l'UFC. Non. Et qui a 29 ans. C'est un adversaire de Morgan Charrière, C'est ça. ceux qui n'ont pas suivi. Et t'as Figlak, qui avait perdu contre Fares à l'UFC Paris, qui est sur 0-2 à l'UFC. Et t'as George Hardwick, qui a rejoint le Cage Warrior, parce qu'il a fait le Dana White et qu'il a perdu. Ça, c'est les trentenaires prospects européens, tu vois. Ceux qu'ils ont pris. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément pris les meilleurs. C'est ce que je te dis, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Et après, on parlera un petit peu de ce qui se fait en France, en Asie, parce que c'est pour clôturer le débat. Et puis, je vais me faire une petite dédicace, parce qu'il y en a quelques-uns que tu connais très bien qui s'entraînent au Boxing Squad, et il faut parler d'eux. Ils ont le mérite, là, de mériter leur place. Là, ils ont signé des mecs on sait qu'il y a un accord qui s'est fait sur la télévision des Balkans, et du coup, ils ont signé des mecs là-dessus. Est-ce que c'était les mieux classés? Pas forcément, mais ils ont le mérite d'être relativement jeunes, et ça rentre dans le développement, donc ça, c'est très bien. Je reparle 2 minutes d'un mec comme Keita. Et le mec à 16-1, la seule défaite qu'il a, il s'est cassé la jambe. Que fait encore ce mec-là à l'octogone? C'est incroyable. Tu vois, en fait, je te dis... Il est 46e mondial. Je vais être clair. Je pense s'ils font pas ce que je vais dire là, ils ratent une opportunité de malade. Parce que il y a plein de noms qu'on a dit là, depuis tout à l'heure, dans les mecs qu'on aimerait voir là-bas, qui sont d'Europe. Tu l'as remarqué. Il est quoi ton champion en ce moment-là? Je suis d'accord avec toi. Il est européen. Je parle pas de Saladin parce que pour moi, Saladin, c'est une méga star hors orga. C'est-à-dire que c'est un mec qui est comme tu as dit tout à l'heure, on le met dans les mecs hors UFC. Mais comme Louzen, c'était à l'octagone, on peut pas comparer, enfin, un double champ du KSW, presque triple champ. Il fallait parler de Louzen parce que 27 ans, qu'est-ce qu'il fait toujours à l'octagone? Tu vois? Et si on continue, attends, la France, on en a 4 qui sont bien classés, Fight Matrix. Quand je dis qu'ils sont bien classés, qui sont mieux classés qu'un Figlak qui est toujours à l'UFC. C'est ça, parce que souvent on dit ouais, mais il n'a pas le niveau UFC. Non, il n'a pas le niveau top 10 UFC ou top 15. Oui. Mais quand tu as un Figlak 403e mondial, là je vais dire quelque chose. Non, mais ça veut rien dire. Avoir le niveau UFC, ça veut rien dire. Je vais citer 4 noms, 3 qui sont chez moi. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. Je pense que les 4, ils roulent pas sur Figlak, mais ils le battent. Wilson Varela, lui, il est pas chez moi, mais c'est très bien qu'on en parle. Il est chez Jean-Michel Froissart au Marseille Fight Club. Axel Sola, 27 ans, 10-0, 154e mondial. Mehdi Dakaev, 167e mondial, qui est d'ailleurs le seul à avoir battu le champion du PFL, dont le nom m'échappe, mais je vais revenir dessus. Champion du PFL à 70 kilos. Et c'est pas Ousmane le champion? Le champion du tournoi. Ah oui, ok. Oui. Ça va me revenir et je l'ai dans la tête. Et Nikita Leshukov, 23 ans, 8-0. C'est ça les prospects. Et tous sont mieux classés que Figlak. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement là-dessus. Il y a du mouvement, par contre. C'est là qu'elle est l'équité. En termes de business, il y a du mouvement sur l'Asie, alors que les mecs sont pas forcément mieux classés que nous. Alors, sur l'Asie, j'ai gardé aussi le côté russophone de l'Asie, comme ça on est complet. Tu vas être content. Shunta Nomura, là par contre, c'est le champion du Deep, 76e mondial, donc lui il mérite la hype qu'il y a là-dessus, et on va savoir le 27 juillet si ce mec-là peut franchir de prospect à future star, parce qu'il va prendre Patricky Pitbull au Rising, donc là c'est intéressant. Il a 9-2, c'est un jeune, il a 27 ans, et là il se sera au Rising, on va voir un peu ce que ça donne contre Patricky, c'est intéressant, ça va faire un petit step-up. Nurolo Aliev, 10-0, 25 ans, 2-0 à l'UFC, il faut en parler, même s'il est loin, je crois qu'il est 103e mondial. Et celui-là, il le voulait. Hein. Il voulait un Chinois, parce que pareil, c'est une très grosse base de développement. Et donc, on parle d'un... Là, ils ont trouvé un prospect, puisque on a Zhu Rong, qui est 134e mondial, qui a 26-6 en carrière, qui a déjà fait un run à l'UFC, qui s'était soldé par un 1-2 en 2021. Ils l'ont mis au Road to UFC, il fait un 3-0, un KO, un sub, une décision. Et là, il est sur son deuxième run à 1-1 à l'UFC. Mais déjà 1-1, tu vois, c'est là qu'on voit que c'est compliqué pour des jeunes. Donc, pour faire une synthèse de ce qu'on a dit, aujourd'hui, il y a une sélection qui est faite, qui n'est pas forcément à la méritocratie quand même, qui est par rapport beaucoup à certains droits. Et qu'en fait, t'es trop limité, Aldric. Ouais. Le nombre qu'on a donné là, vu le nombre de noms que tu as dit hors UFC, moi que j'ai donné dans les autres orgas. Là, le nombre de mecs qui ont de moins de 30 ans, il est beaucoup trop limité. Ça. Il faut que tu en recrutes plus pour pouvoir avoir de l'écrémage. T'as dit, il y en a qui vont pas réussir, mais il y en a qui vont réussir à un moment. Mais ils en ont déjà 104. Tu vois où elle est la problématique? Bien sûr, elle est très problématique, mais c'est un moment.
pour arriver à prendre sa retraite. On sait tout ce qui se dit autour de Gaethje. Soit je prends ma retraite, soit j'ai le machin. Chandler, il est rincé. On va pas se mentir. Là, tu vois, c'est pas de manquer de Il veut respect. faire du catch. Il a dit. C'est lui qui Chandler, l'a dit. T'as les Darius, les Moïcano, c'est quand même, c'est Dan Hooker 35, je le disais. Va y avoir une génération qui va tourner la page. Pas là dans 6 mois, machin, mais si on prend à l'horizon 1 an et demi, 2 ans. Là, moi, si je suis les matchmakers de l'UFC, qui sont pas assez d'ailleurs, on le dit pas assez, mais il faudrait qu'ils soient plus. Mais j'en mets un que sur les lightweight et je lui dis, là, t'as 1 an et demi pour aller me chercher les meilleurs que tu peux autour du monde et qu'on refasse je vais parler français, une putain de KT à moins de 70. Après, parce qu'il y a des talents partout dans le monde. C'est aussi les choix qu'ils font. T'es excité à quel point si dans 6 mois, t'as un graphique, t'as Ilia Topuria qui arrive à un moment et en conf de presse et Dana il te dit welcome Luzen Keita, welcome Saladin Parnasse, welcome Paul Hughes, welcome 2-3 noms que t'as dit en Asie, welcome machin. Et ça, c'est la génération qui va chasser Ilia. C'est ça. Ils ont tous le même âge. Mais moi, je suis comme un dingue. Je suis d'accord. Parce que là, pour l'instant, à part, allez, on va dire 4-5 combats. Il peut la prendre, sa retraite à 30 ans parce qu'il n'y a plus rien après derrière. Bah oui. Tu vois, et la difficulté est là. Après, pourquoi ils font ça? Tu vois, regarde, je te mets un choix tout bête. Benoît, il a un combat de prévu. Le mec se pull out quelques jours avant. Ils ont recruté un mec de 35 ans. Tu vois, mais j'ai rien contre ce mec-là. Donc j'ai carrément, le nom m'échappe là au moment où je te parle. Il y avait quelqu'un de moins de 30 ans, français, qui était dans cette ville-là ce jour-là, enfin cette semaine. Moi, j'aurais aimé dire non. Axel Sola. Moi, j'aurais aimé, par rapport à l'affect que j'ai à Benoît et à sa femme, décidez-moi dire non. Oui. Mais qu'on me le propose. Mais oui. Tu vois, ils ont pris un mec de 35 ans qui est sur deux défaites, je crois, sur ses 4 derniers combats. Tu vois, moi, j'aurais aimé dire, OK, Axel, non. C'est pas le bon moment. Ils te prennent, mais on va négocier parce que Benoît, je vais pas dire c'est la famille, mais tu vois, j'aurais aimé dire ça. Non. On va chercher un mec de 35 piges. Et ce mec-là, ils vont le faire combattre. Peut-être pas 4 fois. Parce qu'on sait que les contrats ne sont pas unilatéraux. Toi, tu dois 4 à l'UFC, mais eux, ils peuvent te cut. Mais des fois, ils sont polis, ils le font au 3e quand même, tu vois. Mais ce mec-là a signé à l'UFC. Ah, c'est une folie. Après tout ce qu'on vient de dire là, ce choix-là, ce jour-là, il est furieux en fait. Ou alors t'es au point que tu veux absolument garder B. Mais non, puisque t'en as un prospect dans la ville. On l'a dit là. Mais il y en avait plusieurs qui voulaient. Hein. Et t'as raison, il y en avait plusieurs. Porte, hein. Et même moi, je t'avais dit, sur le 5e round, l'émission que j'avais fait à Montréal sur le plateau, il nous avait dit qu'il y avait des prospects même canadiens. Ouais. T'avais des mecs plus jeunes à aller chercher, si tu veux essayer qu'ils aient un peu un avenir à l'UFC, en tout cas. Ma question, pour finir un peu sur tout ça, elle va aller plus loin. Ils vont le faire? En fait, ça rejoint plein des débats qu'on a eu dans Jab Culture déjà sur l'état en ce moment du ML, l'UFC qui fait pas l'effort parfois, sur d'autres choses ils font des efforts très bien. Ils vont le faire? Ils vont s'en rendre compte? Moi, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte. Ou dans 2 ans, ils se retrouvent... Non, moi, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte. Ok. Moi, je pense que leur reformulation de tout ça, je pense que là, ils se rendent compte que malgré tout, tu peux avoir une expansion mondiale, tu peux aller vers des droits télé plus importants. Leur objectif, on a dit, qui est colossal en termes de broadcast. Mais arrivé à un moment, tu as 52 semaines. Donc, si tu ne trouves pas une solution, tu vas dans le mur. Parce que, effectivement, le schéma 10-10-12-12, peut-être qu'il faut le faire plus tôt. Le secret de ce genre de choses, c'est que tu ne peux pas proposer à un Saladin, même, allez, tu fais un effort 30 000, pourquoi il va le faire? Arrivé à un moment, ok, il y a un challenge sportif, mais il y a trop d'écart avec leur salaire actuel. Oui, je le disais quand j'étais à RMC, si Radio Poitou était venu me voir avec 10 fois mon salaire, bye bye RMC, Aldric. C'est ça. Tu vois. Bon, Radio Poitou, tu aurais eu du mal quand même. Mais tu vois, la résultante, elle est là. Je préfère Jab Life. Elle est qu'aujourd'hui, c'est super compliqué. Et donc, si tu veux garder un modèle économique progressif et bas, il faut les prendre tout jeunes. Et à ce moment-là, tu les formes. Et ça peut passer que par une Ligue 2, qui serait un Dana White Contender Series, qui serait, appelle ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. Mais c'est qu'en vrai, dessus. Ils vont peut-être s'en vouloir en vrai. Parce qu'ils auront peut-être pas assez fait d'efforts à un moment où ils pouvaient récupérer ces mecs-là. Et peut-être que tu vas arriver dans 2 ans à se dire, il nous faut absolument du renouveau. Et là, il va falloir aligner les billets. C'est ça. Parce qu'un Salah va t'accueillir en disant, quand tu les prends trop jeunes, ils sont à la limite de se faire cuter. Exemple, pareil. En fait, la complexité de ça, c'est le niveau qui est quand même très haut. Et ils ont essayé de faire progresser des mecs. Jamie Mularkey, personne ne le connaît. Il a affronté Fares. Mais ce mec-là, ils l'ont pris jeune. Ça n'a pas marché. Là, aujourd'hui, il gagne, il perd, tu vois. Il va être cuté, il va être remercié si c'est pas déjà fait. Et en fait, la problématique, elle est ça. Fares, ils l'ont pris très jeune, ils ont failli le rater. Ouais. Alors que le mec est une pépite, tu vois. Et la problématique de garder ce schéma, c'est ça. Tu cut s'il y a 2-2 ou
ou même des fois 3-1 pour les Français. Je fais la gueule quand je dis ça. J'ai tellement les nerfs, les gars, je peux pas vous dire. Mais bref, tu cuts les mecs quand le record est pas parfait. Tu les prends jeunes. On sait qu'aujourd'hui, le sport fait que la maturité, le gap, il arrive tard. Donc, tu signes un mec à 23, 24 ans, il n'est pas du tout à son top. Et donc, il y a un réel problème et c'est compliqué. Il a accéléré le problème, Aldric. Je te dis, là, ils ont eu un problème en plus. Tant qu'il y avait Islam, il était dans cette génération il a 33. Il était dans cette génération, c'était beaucoup plus simple. Topuria, tu vas vite avoir un problème. Parce que, sorti de Saroukian et Pimblet, tu vas avoir la critique, mais tu lui envoies que des mecs de 36 et 37 ans. À la retraite à 30 ans, voilà. Ça continue s'il n'y a pas de challenge sportif. Donc il y a un vrai problème avec ça. Oui. Et ça va accélérer le truc et ça va accélérer te mettre le nez dans ton... Et ils n'ont pas les meilleurs dans leur roster. Non. Disons-le clairement. Quand je me suis permis, alors je vais synthétiser parce que les gens ils vont rester sur ouais, il a dit que c'était rincé. Pourquoi je me suis permis d'utiliser ce terme? Parce qu'aujourd'hui, les prospects ne gagnent pas les combats qu'il faut, ils se heurtent. Alors j'aurais pu parler de Bobby Green, qui est vieux et il a 38 ans, mais il a coupé la tête de plein de prospects. 5 ou 6 mecs qui sont arrivés jusqu'à Bobby Green, décapités. D'ailleurs, je crois que le seul à avoir passé Bobby Green, c'est Ruffy. Dernièrement, je parle prospect. Sinon, tous les autres, il les a décapités. Et donc la problématique, elle est là. Les prospects qu'ils ont pris, qu'ils ont fait grandir, ne passent pas. La seule réussite, vraiment, c'est Fares, un prospect qui a grandi dans l'organisation. Et derrière, les meilleurs, ils sont ailleurs. Et comme je te disais tout à l'heure aussi, tu vois, Bahamondes, il perd contre Fiziev, qui lui-même avait perdu contre Gedji. Il passe pas. Benoît, qui était quand même en moins de 30 ans qu'un prospect, quand on arrive à Poirier, alors peut-être que le gap est trop d'un coup, ça passe pas. Ouais, Benoît, mais Benoît, il n'y a pas que l'UFC, la situation a fait aussi que... Benoît, on le met pas comme une pépite parce qu'il est déjà dans ce top. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr que en plus, à 28 ans, ça va pousser. Non, mais lui, il est déjà dans le top. Il est dans les 3 de top 15 qu'on a dit qui sont à moins de 30 ans, dont le champion, Topuria, Tsarukyan et Benoît Saint-Denis. N'allez pas me dire, ouais, vous n'avez pas parlé de BSD. Les gars, il n'y a pas besoin de parler de BSD. Il y est. Pour moi, dans mon classement des 31 ans, il est 3e. Non, mais on a cité le top 15 et on l'a dit. Non, parce qu'on va l'avoir. On va dire, oui, il parle de Fares, il parle pas de BSD. Les gars, il est 3e dans mon classement. Oui, c'est un des 3 qui est dans le top 15 de moins de 30 ans. Il est déjà dans le top et il a déjà coupé des belles têtes. En tout cas, toute cette génération pour l'instant, quand ils ont passé ce test, ça. Ils l'ont pas passé. Paddy l'a passé. En passant Chandler, qui je pense est vraiment mais sur la pente descendante. Pour moi, d'où le fait que je disais qu'il n'était pas legit la dernière fois. Pour moi, Chandler, c'est pas un test. C'est pour ça que je t'ai dit, le test est contre le plus facile des tests possibles dans cette génération-là. Moi, Chandler, c'est pas un test. C'est sans doute pas pareil si tu le mets face à Poirier ou même Benoît diminué, comme il était contre Poirier, je sais pas. Moi, je crois que contre Chandler, ça passe. Ouais. Ah oui, contre Chandler. Ouais. Moi, Chandler aujourd'hui. Même un Benoît diminué avec des conflits avec son entraîneur, avec un staphylocoque. Chandler, c'est un name value. On le disait quand on parlait de l'UFC Paris. Là, à l'heure actuelle, c'est un name value. Tu vois, donc non, pour moi, il a pas passé le test, Paddy. En tout cas, voilà. Désolé. Moi, j'espère qu'on vous aura un peu aiguillé sur le. Mais donnez-nous vos commentaires. De toute façon, moi, j'ai envie les avis là-dessus et tout, mais c'était pour débunker aussi un peu ce mythe qui est facile à dire. Et moi, je l'ai dit à RMC aussi. Donc, tu vois, c'est des trucs faciles à dire. Les 170, la meilleure KT du monde, parce qu'il y a le plus de monde et qu'il y a des grands noms. La plus grosse de l'UFC possible, sans aucun souci. Pas du tout la meilleure en ce moment. Peut-être la plus compliquée parce que t'as plein de mecs à passer avant de pouvoir arriver. Mais pas la meilleure en ce moment. Non, loin de là. Et qui n'a pas les meilleurs prospects, loin de là également. Non, les commentaires, ils feront des commentaires. De toute façon, ils commentent même quand tu vois une vidéo IA et que tu la confonds. Franchement, les gars, vous m'avez bien fait. Il fallait qu'on le dise. Mais sachez qu'on a bien rigolé tous les deux. J'ai bien rigolé avec ça. Ça fait plaisir parce qu'en ce moment, je rigole pas beaucoup, les gars. Donc, vous m'avez bien fait. Non, c'était clair. Et puis, ça prouve que faut qu'on fasse gaffe parce qu'on va se faire avoir par l'IA dans les années à venir. C'est évident. Mais des fois, je scrolle sur Twitter et en fait, je fais 3 choses en même temps. Donc, effectivement, j'ai pas le temps de m'arrêter. Et quand tu me l'as dit, je m'étais dit, je l'avais pas vu passer, je me dis, est-ce que je lui dis que je l'ai pas vu? Mais si c'est vrai, je vais pas l'avoir vu. Si c'est pas vrai. Moi, les gars, j'attache beaucoup plus d'importance à ce que j'écris. Parce que là, c'est des faits et je parle de carrière de gars. Donc là-dessus, dites-le moi un jour si je me trompe, mais je pense que je me tromperai rarement. Par contre, sur les faits divers, on en parle parce que ça nous a bien fait marrer et que quand vous avez souligné ça, n'hésitez pas à les dramas, c'est pas mon truc, mais par contre, les carrières, si un jour vous constatez une erreur, dites-le moi parce que ça, c'est important par contre. Et sachez, comme on finit notre émission, que le mot drama est aussi une dédicace à la personne en régie. Bonjour Justine. Voilà. Là, c'est vraiment une side joke, là, les gars. I love drama. Merci, Aldric. C'était encore passionnant, ce Jab Culture. Et on vous en fera encore plein d'épisodes comme ça où on va pousser un peu plus loin les grandes questions autour du combat. On se retrouve bien sûr
lundi pour Aldric Herbie. C'est un week-end sans UFC, mais on aura des choses quand même à débriefer. Gros PFL. Voilà, il y a des choses à dire, PFL à Bruxelles. Donc, vous inquiétez pas, il y aura de l'actualité lundi pour Aldric Herbie. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, retour de Jab Culture. Normalement, notre top 10 all-time, on le fait la semaine prochaine. Avec 2 beaux invités. Exactement. On vous en dit pas plus, mais on sera pas tout seul et on le fera la semaine prochaine. Vous aurez enfin, et ce sera très personnel, nos top 10 à nous, biaisés, de ceux qu'on préfère dans l'histoire du MMA. Merci beaucoup Aldric, merci à tous et à très vite sur Jab Life pour Aldric Herbie, Jab Culture et tous vos rendez-vous. Ciao, ciao.